Les pisteurs du Canyon Pint parlent encore des 94 secondes qui ont décidé de l'âme d'un homme. Chayton ne cherchait pas de miracle d'un dieu blanc, il n'était qu'un père apache, sa corde coupée, son fils serré contre sa poitrine alors que la corniche s'effritait sous ses pieds. Son monde s'était réduit au hurlement du vent et au craquement de la roche. Puis, il a levé les yeux et l'a vu, non pas un esprit, mais une vision impossible dans le ciel. Une noble femme corpulente, sa belle robe déchirée et sale, son corps calé contre la roche comme un chêne ancien et inébranlable. Son visage était un masque d'effort brutal et acharné, ses mains douces écorchées et en sang alors qu'elle tenait la corde. La survie, froide et logique, disait à Chayton que c'était un piège, un autre mensonge de son peuple. Mais la vie de son fils reposait dans ses mains ensanglantées. Le choix entre une vie d'amère expérience et un seul acte de foi désespéré serait fait avant que le dernier morceau de la corniche ne se transforme en poussière. Il avait 1 minute. Lady Beatrice Hemlock considérait la fine poussière de couleur terre cuite recouvrant sa robe de voyage en soie comme une insulte personnelle. C'était, avait-elle décidé, un acte de pure vulgarité de la part du territoire d'Arizona. Chaque rafale de vent était une offense, chaque secousse de la calèche une épreuve. Elle avait passé les 2 dernières semaines à cataloguer ses malheurs dans un journal relié en cuir, son écriture élégante contrastant fortement avec le paysage brutal qu'elle décrivait. Son monde était fait de textures, le grattement d'un coussin mal rembourré, la chaleur insupportable rayonnant à travers le toit en toile, le grain de sable qui semblait se frayer un chemin, dans chaque récipient scellé. Ces 2 guides, des hommes embauchés au visage buriné par le soleil et d'une compétence exaspérante de silence, la traitaient avec une déférence qui ressemblait plus à de la pitié qu'à du respect. Elle était une cargaison chère et plaintive. Le chef, Silas Kane, était le pire. Il se déplaçait avec une économie de mouvement glaçante, ses yeux ne manquant rien. Quand il parlait, ses mots étaient plats et définitifs, comme des pierres tombant dans un puits. Il ne gaspillait jamais un geste ou une syllabe, une condamnation cinglante de l'inutilité perçue de Béatrice. Elle ressentait son insignifiance dans la façon dont il ne croisait jamais vraiment son regard, son attention toujours fixée sur l'horizon, les chevaux, l'angle du soleil, tout sauf la femme dont les honoraires exorbitants finançaient cette misérable expédition. Ce sentiment, cette lente érosion de sa propre importance, était un fardeau plus lourd que n'importe lequel des innombrables coffres attachés à la calèche. Le sentier se rétrécit, les forçant à abandonner la calèche et à continuer à cheval le long d'une haute corniche balayée par le vent. Le précipice était un spectacle vertigineux de roches rouges et d'ombres. Kane fit un signe d'arrêt, la main levée. Devant, un homme apache seul et un enfant avançaient l'eau prudemment sur le même chemin. La voix de Kane était dépourvue d'émotion. « Nous allons attendre. » Béatrice vit l'impatience dans les yeux de l'autre guide, une contraction de sa mâchoire. Le silence s'étira, rompu seulement par le vent. Puis, avec un bruit de tissu qui se déchire, une section du sentier sous l'homme apache s'effondra. Il se débattit pour s'accrocher, une corde, son unique lien avec son cheval de bas sur le sentier au-dessus, se tendit brusquement. Mais le cheval de bas, effrayé, hennit et s'emballa, l'extrémité coupée de la corde fouettant l'air. L'homme pendait, son fils serré dans un bras, ses doigts agrippés à une prise précaire. « Ah, eh bien, dit Kane, sa voix aussi plate que l'horizon. C'est la fin. Cherchons un endroit plus large pour faire demi-tour. » Il ne vit pas cela comme une tragédie, mais comme un inconvénient, un retard dans son emploi du temps. Ces hommes bougèrent, leurs expressions dures, écartant déjà la scène. Chayton, accroché à la paroi rocheuse, vit les hommes blancs détourner le regard. Il n'attendait rien de plus. Son fils toussa, une petite bouffée de poussière contre sa poitrine. Mais Béatrice le vit. Elle vit la petite main s'accrocher au cou de l'homme. Son monde de soie, de poussière et d'affront personnel se dissout en un instant. Le médaillon autour de son cou, un poids froid et secret qu'elle portait depuis des années, lui parut soudain brûlant contre sa peau. Avant qu'une pensée ne puisse se former, son corps bougea. Elle glissa de son cheval, son poids considérable frappant le sol avec un bruit sourd. Elle attrapa l'extrémité effilochée de la corde du cheval de bas qui gisait dans la poussière. Ses mains douces et non calleuses protestèrent, le chanvre rugueux mordant sa peau. « Au nom de Dieu, que faites-vous, madame ?» La voix de Kane était perçante d'agacement. Béatrice l'ignora. Elle se cala, plantant ses pieds, son corps une ancre solide et immobile contre la terre craquelée. La corde se tendit. Le poids de Chayton et celui de son fils s'installa dans ses mains.
une réalité choquante et brutale. La force pure de cela arracha un grognement de ses lèvres. Chayton et les hommes de Kane regardèrent, bouche bée. C'était impossible. Cette femme douce et plaintive d'un autre monde était maintenant la seule chose qui reliait deux vies à l'existence. Elle tenait la ligne, son visage une grimace d'agonie et de refus absolu. Pour la première fois depuis des années, Lady Béatrice Hemlock n'était pas un ornement. Elle était essentielle, et elle ne lâcherait pas. Silence. Ce n'était pas un silence de paix, mais un calme lourd et attentif qui tomba après que Béatrice eut ramené Chayton et son fils sur le sol solide du sentier. L'autre guide détourna les yeux, incapable de croiser son regard, mais les yeux de Silas Kane étaient comme des éclats d'eau de rivière gelée. Il ne la regarda pas avec gratitude, ni même avec surprise. Il la regarda avec la fureur froide d'un homme dont l'échiquier méticuleusement arrangé venait d'être renversé par un imbécile. Sa voix, quand elle vint, fut une menace soyeuse. Une démonstration impressionnante et insensée, madame. Le canyon est instable. Il fit un geste vague vers la paroi rocheuse. Nous devrions bouger, vite. Sa main se posa près du pistolet à sa hanche, un geste qui n'était pas destiné à rassurer. La tragédie du canyon, dont parlait Kane, n'était pas une possibilité. C'était une promesse. Avant que quiconque ne puisse réagir, un claquement sec retentit d'en haut. Ce n'était pas le son de la nature, mais l'explosion distincte et percussive de dynamite. Un horrible gémissement retentit alors qu'une dalle de la paroi du canyon de la taille d'une église commençait à se détacher. Kane et ses hommes reculaient déjà en désordre, leur retraite trop organisée, trop rodée. Poussière et roches explosèrent, le monde se dissolvant dans un chaos étouffant, rouge-brun. Le sol sous les pieds de Béatrice se souleva et s'effondra. Chayton, se déplaçant avec une rapidité qu'elle ne pouvait comprendre, la saisit, son fils blotti dans son autre bras, et les jeta dans une étroite fissure dans la roche, alors que le tonnerre de l'éboulement consumait tout. Quand la poussière retomba, ils étaient seuls. Le sentier devant et derrière avait disparu, remplacé par une montagne de décombres frais. Kane et son groupe étaient introuvables. Chayton se leva, son corps une ligne tendue d'énergie contenue, son regard balayant les environs avec l'œil d'un expert. Il trouva instantanément un sentier de gibier, presque invisible pour Béatrice, et le désigna. Il devait en bouger. Béatrice, sa belle robe en lambeaux, ses poumons remplis de gravillons, hocha la tête. Chaque instinct criait à Chayton de laisser derrière lui cette femme blanche, maladroite et inutile. Elle était un fardeau. Mais ses mains ensanglantées racontaient une autre histoire. Pour l'instant, leur survie était liée à cette alliance de pure et brute méfiance. Les jours se fondirent dans un rêve fiévreux de soleil et de pierre. La poussée d'adrénaline initiale de Béatrice avait depuis longtemps cédé la place à la brutale réalité de leur situation. Ses chaussures coûteuses et peu pratiques étaient déchirées, ses pieds empoulés et en sang. Chayton se déplaçait dans le paysage hostile comme un esprit, trouvant de l'eau là où il n'y avait que de la roche, lisant des signes dans l'herbe pliée qui lui était invisible. Il était un parangon de compétences. Elle était, encore une fois, une cargaison. Au troisième jour, la chaleur et l'épuisement firent des ravages. Une fièvre commença à brûler derrière ses yeux, son corps secoué de frissons malgré la chaleur oppressante. Elle s'effondra. Elle sombrait et revenait à la conscience, n'étant consciente que par moments. La sensation fraîche et humide d'un cataplasme sur son front. Le goût amer et terreux d'une tisane que Chayton pressait sur ses lèvres. Dans un moment de délire, elle le sentit démêler doucement la chaîne du médaillon autour de son cou. Sa main jaillit, saisissant son poignet avec une force surprenante. « Non » haleta-t-elle. Il ne se retira pas. Il attendit simplement. Sa prise se relâcha et il ouvrit délicatement le fermoir. C'était une lourde pièce d'argent anglais ornée, grotesquement déplacée dans ce monde de roches et de poussière. À l'intérieur, niché contre le velours, il n'y avait pas un portrait, mais une seule et minuscule boucle de cheveux dorés. Son moi caché. Chayton regarda de la mèche de cheveux au visage endormi de son propre fils. Il n'avait pas besoin de comprendre les détails, il comprenait le langage de la perte. Pour la première fois, il ne vit pas une femme blanche, pas une ennemie, mais une compagne survivante marquée par un chagrin aussi profond que le sien. Son animosité s'adoucit en quelque chose de moins certain, de plus complexe. Il vit un esprit apparenté, et il remit délicatement le médaillon autour de son cou. Plus tard, sa fièvre passée, Béatrice était recroquevillée près d'un petit feu, pendant que Chayton partait en reconnaissance. Elle trouva une sacoche en cuir qui s'était accrochée à la sangle de sa selle lors de l'éboulement, une de celles de Kane. Elle l'ouvrit,
s'attendant à y trouver des rations ou une corde. Au lieu de cela, ses doigts effleurèrent les bords froids et précis du laiton et de l'acier. Elle était remplie d'équipements d'arpentage sophistiqués, une boussole d'arpenteur, une chaîne de Gunther et des cartes en toile cirée roulée. Elle en déroula une. C'était une carte topographique méticuleusement détaillée, du canyon même où il se trouvait, mais elle était marquée de lignes droites et confiantes et de points d'arpentage numérotés, intitulée « Ligne ferroviaire transcontinentale, route sud proposée ». C'était la terre Apache, protégée par traité. Elle sentit une froide appréhension lui parcourir l'échine. L'éboulement, la corde coupée. Ce n'était pas un accident, ils n'étaient pas bloqués. Ils étaient des cibles, ils étaient des détails gênants dans une conspiration bien plus vaste et plus impitoyable qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Kane n'était pas seulement un guide, c'était un exécuteur, et il était toujours là. La vaste et indifférente nature sauvage ne semblait plus une menace aléatoire. Elle ressemblait à un terrain de chasse, et ils étaient la proie. Kane était aussi implacable que le soleil. Chayton voyait les signes, un caillou déplacé, une branche cassée trop fraîche pour être naturelle. Ils étaient traqués, poussés plus profondément dans le canyon. « Il nous conduit vers la rivière », murmura Chayton, sa voix tendue, loin des hauteurs. Ils firent une course désespérée vers un col étroit et défendable. Alors que Béatrice grimpait les rochers, un coup de fusil résonna dans le canyon. Il ne la visait pas. Il visait Chayton, qui s'était délibérément exposé sur une haute crête pour attirer leur tir. Il poussa un cri, une inspiration aiguë, et dégringola derrière un affleurement rocheux. La balle l'avait atteint à la jambe. Le sang de Béatrice se glaça. Il était à terre. Le protecteur était incapacité. Tous les vieux sentiments d'impuissance, d'être une femme inutile et douce dans un monde dur, s'abattirent sur elle. Elle était seule avec un homme blessé et un enfant, traquée par un expert qui connaissait cette terre comme sa propre main. Pendant un moment terrifiant, son esprit se brisa. Elle voyait Kane dans son esprit, son visage froid et professionnel, et elle savait qu'il avait déjà gagné. Puis, à travers le brouillard de son désespoir, un souvenir refit surface, une chose triviale de son ancienne vie, une illustration dans l'un des livres de botanique de son père, l'achillée millefeuille, l'herbe qui stoppe les saignements. Elle regarda les plantes broussailleuses et résistantes accrochées aux rochers autour d'elle, ses yeux cherchant désespérément. C'était un éclair de connaissance, un fragment de son moi oublié. Une minuscule lueur de chance, presque imperceptible. Un outil d'un monde mort qui pourrait bien être la clé pour survivre à celui-ci. Ils se réfugièrent dans une haute et peu profonde grotte qui sentait la poussière ancienne et la pierre sèche. Chayton, sa jambe étroitement bandée avec des lanières déchirées de la jupe de Béatrice et garnie de l'achillée millefeuille qu'elle avait trouvée, lui apprenait à voir. Pas seulement à regarder, mais à voir. Il lui montrait comment les lézards se prélassaient toujours sur les rochers qui retenaient le plus de chaleur, un indice pour trouver un abri pour la nuit. Il lui montrait comment un lichen particulier ne poussait que là où l'humidité s'échappait de la roche, une source d'eau désespérée mais salvatrice. Il parlait peu, ses mots choisis avec le même soin qu'il utilisait pour tailler le déclencheur d'un piège. C'était un langage de compétence, et pour la première fois, Béatrice sentit qu'elle commençait à comprendre. Pendant que Chayton se reposait, son fils endormi à ses côtés, Béatrice déroula la carte en toile cirée de Kane. C'était devenu son obsession. Les lignes et les chiffres étaient un code qu'elle était déterminée à briser. Pendant des jours, elle n'avait vu que le chaos dans la poursuite de Kane, la terreur aléatoire d'un prédateur chassant sa proie. Mais ce n'était pas juste. Kane était un homme de logique froide, une créature de ligne droite et d'objectif. Sa poursuite n'était pas chaotique, c'était un vecteur. Il ne les cherchait pas seulement, il les poussait. Son doigt traça leur fuite désespérée à travers les lignes topographiques, puis traça le chemin confiant et arrogant que Kane avait dessiné pour son chemin de fer. Son souffle se coupa. Il ne les chassait pas loin de quelque chose, il les chassait vers un point précis, une flèche rocheuse haute et isolée, marquée d'une audacieuse et finale X. Point d'arpentage 7. Il devait l'atteindre pour achever sa mission. La réalisation la frappa non pas comme un éclair, mais comme le lent et grinçant tour d'une clé dans une serrure rouillée. À ce moment-là, sa propre perception d'elle-même, une vie entière à croire qu'elle était une femme de sentiments mais pas d'intellect, de substance mais pas de stratégie, s'effondra en poussière. Sa cécité disparut. Ce canyon n'était pas une prison, c'était une arme attendant d'être maniée.
Elle regarda la carte, puis les imposantes formations rocheuses autour d'elle, non plus avec peur, mais avec l'œil froid et calculateur d'un général inspectant le champ de bataille. Elle savait ce qu'elle devait faire. L'anticipation intense de cela, l'audace même de son plan, était un tonique plus puissant que tout ce qu'elle avait consommé jusqu'alors. Elle utiliserait l'ambition de Kane comme appât pour sa propre destruction. La flèche rocheuse se tenait seule, un doigt de pierre pointant une accusation vers le ciel. C'était le point 7. C'était l'hôtel de Kane. Béatrice se positionna à découvert à sa base, une cible parfaite et vulnérable. Chayton, son fils en sécurité cachée, était perché en hauteur, sa jambe blessée calée contre une roche de soutien-clé qu'il avait méticuleusement affaiblie pendant la dernière heure. L'attente était insoutenable. Puis, il apparut. Silas Kane émergea des rochers, son fusil tenu lâchement, son visage un masque de condescendance triomphante. « Je dois avouer, madame, dit-il, sa voix dégoulinante de fausse admiration, j'ai sous-estimé votre résilience, un effort louable, quoique finalement futile. Il était proche maintenant, ses yeux fixés sur elle, il avait gagné. Cette terre est un sacrifice nécessaire au progrès, pour l'avenir, la vie de quelques personnes insignifiantes n'est que le prix. Un fait que vous, dans votre monde douillet, ne pouvez absolument pas saisir. Je saisis ceci, dit Béatrice, sa voix ferme. Il suivit son regard. Elle regardait le trépied d'arpenteur et le théodolite en laiton coûteux et brillant qu'il avait installé pour prendre sa dernière lecture. À cet instant précis, Chayton, avec un grognement d'effort, s'appuya de tout son poids sur la roche affaiblie. Un seul claquement sec retentit. Ce n'était pas un rugissement tonitruant. C'était un son précis et chirurgical. Kane leva les yeux, son expression de supériorité suffisante se dissolvant en un choc pur et incompréhensible. L'éboulement que Béatrice avait imaginé n'était pas un déluge chaotique. C'était une amputation stratégique. Une rivière de pierre et de poussière s'écoula avec une précision terrifiante, non pas vers eux, mais directement sur son point d'arpentage. Il y eut le bruit de bois qui se brisait et le craquement écœurant de métal et de verre, alors que son précieux équipement, le but même de toute sa mission, était enseveli sous 100 tonnes de roches. Il était indemne, mais sa mission, sa réputation, son avenir, étaient totalement détruits. La justice, réalisa Béatrice, ne concernait pas toujours le sang. Parfois, il s'agissait d'effacement. Alors que Kane fixait, homme brisé, le tombeau de son ambition, des silhouettes apparurent sur la crête au-dessus. Le peuple de Chayton. Ils se déplaçaient avec une grâce silencieuse, leur présence une déclaration indéniable de propriété. Kane ne les regarda même pas. Il se contenta de se retourner et de s'éloigner dans la nature sauvage, un homme n'ayant plus rien à revendiquer. Le printemps suivant, le monde était de nouveau vert. Dans le bureau du gouverneur territorial, Lady Béatrice Hemlock, vêtue non pas de soie mais de lin pratique et durable, signa la dernière page de l'acte. Avec une fortune que sa famille avait jugée ornementale, elle avait légalement acheté tout le territoire du Canyon Pent. Dans la ligne désignée pour le nouveau propriétaire, elle n'avait pas écrit son propre nom. Elle avait écrit le nom de la tribu de Chayton. C'était une forteresse de papier et de loi, un sanctuaire construit pour durer des générations. Son héritage ne serait pas une lignée, mais un horizon. Son dernier jour sur le territoire, elle se tenait sur un promontoire surplombant le canyon. Ce n'était plus un lieu de terreur, mais d'une beauté profonde. Chayton s'approcha, son fils marchant à ses côtés. Il n'offrit pas de mots de remerciement, la gratitude de sa culture était une chose plus profonde que cela. Il tendit simplement la main. Sur sa paume reposait une seule et parfaite plume d'aigle, un symbole du plus grand honneur, de parenté, d'une dette qui ne pourrait jamais être remboursée, mais qui serait à jamais reconnue. Béatrice la prit, ses doigts autrefois doux, maintenant forts et sûrs. Elle pensait que sa valeur résidait dans son titre et sa fortune, quelque chose à porter. Mais maintenant, elle savait que sa vraie valeur se trouvait dans sa force à tenir la ligne, non seulement pendant 94 secondes, mais pendant chaque instant qui suivait. Les pisteurs qui racontent encore l'histoire disent que ce n'est pas l'âme d'une femme qui fut décidée ce jour-là. C'est celle qui fut enfin et véritablement forgée.